merci d'être là pour m'écouter. Et donc, sans transition, je vais tout de suite commencer en faisant deux tout petits préalables. Le premier préalable, c'est que, comme tout prof de classe préparatoire, je suis un généraliste et non pas un spécialiste, ce qui n'empêche pas le généraliste pur que je suis de travailler les objets auxquels il a à se confronter quand il lit des textes. Et la deuxième chose, c'est que je voudrais évidemment rendre hommage à Jean Salem. Et vous allez voir d'ailleurs que nous allons évoquer un certain nombre des analyses que Jean Salem a fait dans cette édition des manuscrits de 1844 qui a fait date et qui, dans une large mesure, est un peu à l'origine du renouvellement des études marxistes en France, avec notamment la longue introduction qu'il y a faite. Je commence donc sur ce titre « Humanité générique et travail aliéné ». Alors, tout d'abord, je commence par une formule qui se trouve tout simplement dans le troisième cahier ou le troisième manuscrit, qui dit la chose suivante, c'est extrêmement surprenant, il dit « L'esprit philosophique n'est autre chose que l'esprit du monde aliéné qui pense à l'intérieur de son auto-aliénation, c'est-à-dire qui se saisit lui-même abstraitement. » Donc vous voyez, la philosophie, le philosophe est posé comme un esprit aliéné, mais un esprit qui pense à l'intérieur de son auto-aliénation. Alors il est très intéressant, je commence là mon introduction, pour un philosophe d'étudier évidemment la façon dont un philosophe lui-même a renoncé théoriquement et pratiquement à la philosophie. Marx n'est pas le premier en la matière, il y en a eu d'autres, je pense notamment à Nietzsche, dans une certaine mesure à Pascal aussi, mais ce qui est tout à fait nouveau, c'est que Marx nous montre comment, à l'intérieur de la démarche philosophique, et singulièrement, on va le voir dans la philosophie hegelienne, il y a en quelque sorte un élément d'aliénation, une manière pour la philosophie d'être en quelque sorte déterminée par un autre. Là, je donne une première définition de l'aliénation. Qu'est-ce que c'est qu'être aliéné ? C'est être agi, être déterminé par un autre, par autre chose donc que l'esprit en l'occurrence. Et donc l'idée, c'est que Marx nous indique qu'au fond, la philosophie dans son ensemble est peut-être la figure abstraite de l'homme aliéné. Donc il ne s'agira pas ici pour lui de simplement poser des nouvelles représentations, il ne s'agira pas pour lui de penser le monde autrement, il ne s'agira pas pour lui de produire une nouvelle représentation du monde, mais il s'agira donc non pas de créer une nouvelle philosophie, mais bien plutôt de dépasser la philosophie elle-même en faisant en quelque sorte le procès, en poussant jusqu'au bout l'aliénation dont elle est devenue le produit. Pour l'instant, ce sont des formules un peu abstraites, je le reconnais, et c'est cela que je vais essayer de vous expliquer cet après-midi. Comment la philosophie elle-même contient en elle l'aliénation, est le produit d'une aliénation, et que par conséquent, il faut, dit Marx, réaliser la philosophie jusqu'au bout, c'est-à-dire la pousser jusqu'au bout de son aliénation pour pouvoir la dépasser. Bon. Donc, il y a là-dedans quelque chose qui est évidemment très intéressant parce que nous n'avons pas ici affaire simplement à une étude de philosophe, mais je précise quand même, je vais revenir un peu sur le contexte historique de l'écriture de ce texte, des manuscrits, mais nous n'avons pas affaire à l'écriture d'un philosophe simplement, mais Marx est un philosophe, Marx s'est déterminé, s'est développé dans la philosophie, et en particulier, Marx, notamment à l'époque des manuscrits de 1844, c'est-à-dire à l'époque de sa période parisienne, a lu, lit, relit, relira encore ensuite la philosophie de Hegel,
hein. Donc ce serait tout à fait une erreur de penser, je vais revenir sur ce débat, que Marx serait simplement un contempteur de la philosophie du dehors, quelqu'un qui, un petit peu comme l'homme de l'opinion, critiquerait la philosophie au motif de son abstraction en tant que non-philosophe, hein, un peu à l'image, vous savez, chez Platon, de la servante de Thalès qui se moque de Thalès parce que Thalès tombe dans un trou quand il regarde les étoiles. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il ne s'agit pas pour Marx du tout de poser du dehors, en tant que non-philosophe, les limites de la philosophie. Ce qui ne serait pas très intéressant et qui surtout, on va le voir, constituerait pour lui-même, dans son propre esprit, une impasse. Il dit dans un texte qui est un texte de 1843, donc qui est le texte qui précède immédiatement le nôtre, qui s'appelle « Contribution à l'étude de la phénoménologie de Hegel », il dit qu'on ne peut dépasser la philosophie qu'en la réalisant. Donc vous voyez, on ne peut pas dépasser la philosophie autrement qu'en étant capable de penser philosophiquement ce dépassement même. Et là encore, je le répète, pour l'instant, pour nous, c'est quelque chose d'un peu abstrait et surtout que les non-philosophes pourraient juger un petit peu abscons même, pourrait-on dire, dans le sens où on ne comprendrait pas pourquoi il ne suffirait pas, par exemple, de constater la réalité de l'histoire au sens, par exemple, de la misère du prolétariat qui est contemporaine à Marx, pour pouvoir produire ce dépassement. Non, le Marx de 1844, le Marx des manuscrits, est celui qui va chercher à penser en philosophe le dépassement de la philosophie et qui, par conséquent, va expliquer pourquoi c'est la philosophie elle-même qui est arrivée au bout de tout ce qu'elle pouvait créer. Et donc, c'est l'expliquer, c'est la réaliser comme aliénation qui est la condition de possibilité de son dépassement vers la science, vers l'économie, vers le rapport matérialiste aux objets du savoir. Alors, comment faire tout cela? Eh bien, le texte des manuscrits va introduire la catégorie du travail et par une analyse extrêmement précise de cette catégorie du travail, il va s'en servir pour, en quelque sorte, transformer de fond en comble la question de l'humanité, c'est-à-dire, d'une certaine façon, le concept même d'homme. Alors, on va revenir plusieurs fois sur cette catégorie de travail, mais disons d'abord que tout de suite, et on va le voir, je vais y revenir tout à l'heure avec l'aide de Feuerbach, Marx a tout de suite compris que le travail n'était pas seulement une production technique, qui n'était pas seulement un mode d'échange, que le travail n'est pas seulement un processus économique, mais qu'il désigne la manière dont l'humanité se réalise elle-même socialement. Alors là, on y reviendra, mais je vais simplement indiquer quelques éléments de concept. Le travail, c'est d'abord l'acte par lequel l'homme produit, c'est-à-dire prend la nature, la transforme et réalise un produit qui lui-même satisfait les besoins de l'homme. Donc nous voyons bien que le travail est d'abord production au sens d'une humanisation de la nature, mais dans le même temps, cette humanisation de la nature n'est pas seulement une manière de s'emparer de la nature, d'arraisonner la nature, comme dira Heidegger plus tard, mais c'est une manière de la produire pour l'autre homme, car toute production, aussi curieux que ça paraisse, n'est pas tout à fait travail. Pour pouvoir être travail,
il faut que la production soit une production socialisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement que je produise pour moi, mais il faut que je produise pour l'autre homme, en tant que l'autre homme va donc tirer son existence même, son existence vitale, de mon travail, et bien sûr, réciproquement. De ce point de vue-là, Marx explique, reprenant et réinterprétant Feuerbach, que l'animal, lui aussi, produit. C'est ça qui est complexe. On a tout à fait tort de croire, dit Marx, que l'animal ne transforme pas la nature. Il suffit de regarder, je ne sais pas, les castors ou toute cette intelligence animale primitive pour savoir que les animaux transforment eux aussi la nature. Ils font des réserves, ils sont capables de modifier le cours d'eau d'un fleuve ou d'une rivière pour pouvoir s'en servir, etc. Mais l'une des différences, c'est que l'animal transforme la nature avant tout pour lui-même, pour son cercle immédiat, c'est-à-dire pour l'immédiateté de ce qui l'entoure, lui, sa progéniture. Il le fait en vue de ses besoins immédiatement sentis. L'homme, lui, est capable de transformer la nature, non pas seulement pour ses besoins immédiats, mais en général, Marx va dire universellement, pour tout homme. Et c'est pourquoi on va dire que le travail est un travail qui a en vue non pas seulement la transformation, non pas seulement la production, mais bien la socialisation. Travailler, c'est faire en sorte que l'homme produise la vie de l'autre homme. Si tous les hommes s'arrêtaient de travailler, je mourrais. Imaginez, représentez-vous simplement l'ensemble des objets qui vous entourent, l'ensemble des énergies qui nous permettent de constituer notre existence immédiate, votre présent immédiat. Vous voyez bien que si vous prenez la chaîne de tous les hommes qui ont travaillé pour vos vêtements, pour vos instruments, etc., vous avez de loin en loin, ou de proche en proche, comme on veut, la totalité de l'humanité résumée dans chacun de vos produits. Donc, les produits sont le produit de l'humanité en tant qu'elle se produit elle-même. Voilà donc un premier sens du terme de travail. Mais à partir du moment où on pose cette notion de travail, on comprend déjà qu'il y a là philosophiquement un déplacement qui veut que dès lors l'homme ne se définit plus dans son essence par sa conscience, sa capacité de penser, sa puissance de représentation, mais par son pouvoir de production de l'autre homme, par sa capacité à objectiver son être dans le produit, en tant qu'il va être socialisé. Et donc, la chose absolument étonnante chez Marx et dans le Marx des manuscrits de 1944, c'est que d'une certaine façon, Marx va tenter de penser l'acte de l'homme antérieurement à la distinction entre la conscience et le travail. C'est ce que dit Lefebvre dans un texte qui s'appelle « Le matérialisme dialectique ». Je lis ce texte parce que c'est extrêmement éclairant. Le matérialisme cherche à rendre à la pensée sa force active, dit-il, celle qu'elle avait avant la séparation de la conscience et du travail. Mais avant la séparation de la conscience et du travail. Donc en termes simplement marxistes, nous avons là une première définition du matérialisme. Qu'est-ce que la posture matérialiste au sens de Marx? C'est une manière de déplacer la définition de l'humanité de la conscience qui elle-même serait d'abord pensée et qui ensuite produirait, vous voyez, à partir de sa pensée, des objets,
de déplacer ce schéma, qui est finalement un schéma dans lequel la pensée serait première, et le travail, sa conséquence, de déplacer ce schéma en pensant au contraire que le travail est premier et que la conscience est une des manifestations, un des instruments, une des structures du travail. Bon. Alors c'est par conséquent une tentative totalement inédite à laquelle nous assistons dans ce texte des manuscrits, c'est-à-dire que d'un point de vue philosophique, c'est un acte puissamment novateur que de vouloir, pour un philosophe, employer les déterminations concrètes du travail, donc des déterminations matérielles, pour penser et rendre raison de la pensée, de l'humanité en tant qu'elle est pensante, et y compris de son abstraction, c'est-à-dire de la façon dont, assez étonnamment, la pensée est capable de s'extraire du travail qui pourtant l'a rendu possible. Là, ce que je viens de dire, la pensée comme capable de s'extraire elle-même du travail qui l'a rendu possible, nous donne une première définition, on y reviendra, il y en aura d'autres, de l'aliénation. La pensée comme capable de s'extraire du travail qui l'a pourtant rendu possible, le penseur capable d'extraire son produit de pensée de la façon dont il est lui-même travailleur, c'est-à-dire producteur de son existence matérielle, cette illusion que la pensée pourrait se produire avec de la pensée, que la cause de la pensée serait la pensée elle-même, cette illusion même, nous allons essayer de l'expliquer à partir du concept de travail. Un mot pour dire, par exemple, aussi, vous voyez, une autre illustration de ce geste absolument nouveau, à propos de l'argent, qui est un texte, j'en ai parlé tout à l'heure, qui se situe à la fin du 3e manuscrit, un texte sur lequel on reviendra peut-être, qui est absolument impressionnant. Marx fait une analyse de l'argent, qu'il définit comme la puissance aliénée, aliénante, s'aliénant de l'humanité. Je ne vous explique pas tout de suite pourquoi, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais simplement pour vous dire, ce n'est pas une philosophie de l'argent. C'est-à-dire que ce n'est pas une manière pour la philosophie de comprendre cet objet qui lui serait extérieur, cet objet qui serait en quelque sorte au dehors de la pensée et que le philosophe pourrait conceptualiser comme on lui demanderait de le faire, admettons, dans une dissertation de philosophie. Non. Le texte sur l'argent est une façon pour Marx de faire de l'argent un moyen de comprendre la pensée. Et vous avez cette formule, mais j'y reviendrai, on ne va pas en parler tellement aujourd'hui, qui est absolument une formule étonnante et presque incompréhensible, lorsque Marx dit « l'argent est là, pardon, excusez-moi, la logique est l'argent de la pensée ». Donc vous voyez, non pas le philosophe qui du haut de sa théorie pense l'argent, non, l'argent comme structure par laquelle on pense la philosophie elle-même, sous sa forme aliénée. Vous voyez ? Donc j'insiste sur cette transformation, ce déplacement initial qui est une manière aussi pour moi d'entrer dans ce 3e élément de mon introduction, je suis encore que dans l'introduction, à savoir que de parler un peu, évidemment, du contexte philosophico-politique des manuscrits de 1844. C'est une chose que vous connaissez peut-être tous, mais comme le bien connu est toujours mal connu, il vaut mieux rappeler quelques éléments. Alors il faut savoir que le texte des manuscrits de 1844 a une histoire
politique et philosophique extrêmement perturbé. Le texte en lui-même a suscité des polémiques très nombreuses. Et je vous explique en quelques mots pourquoi. En fait, le texte n'a jamais donc été publié par Marx. Donc, au sens propre, les manuscrits de 1844 ne sont pas un texte de Marx. Toutefois, on sait qu'il a toujours conservé ces manuscrits dans tous ses exils successifs, qu'il y est revenu en permanence comme une sorte de source probable d'inspiration, et même quand il rédigeait ensuite le Capital. Donc, oui, les manuscrits n'ont jamais été publiés par Marx, et d'ailleurs, on le voit dans la forme du texte, qui est parfois lacunaire. Dans le premier manuscrit, par exemple, vous avez pratiquement une fiche de lecture d'Adam Smith. Bon, c'est pas vraiment un texte construit entièrement, même s'il y a des parties extrêmement construites et très impressionnantes. Mais bon, au départ, ce n'est pas publié. Bon. Mais cela va être publié en 1932, notamment par les adversaires du marxisme-léninisme, Landschuss et Meyer, en Allemagne. Alors, qu'est-ce qui justifiait cette publication et pourquoi ces adversaires se servent des manuscrits? Ils essayaient de démontrer, par cette publication très tronquée et qui d'ailleurs, et que les commentateurs actuels, dont les commentateurs actuels ont montré qu'elle portait sur un manuscrit lui-même incertain, donc il y avait une double manipulation, si vous voulez. Ils essayaient de démontrer qu'il y avait un Marx humaniste qui précédait ou qui aurait précédé le Marx économiste. Qu'il y aurait eu en quelque sorte un Marx philosophe, un Marx capable de dénoncer par humanisme le travail aliéné, la misère du prolétariat, que ça, ce serait, selon ces tristes auteurs, le vrai Marx, le Marx philosophe, le Marx au fond, qui à ce stade aurait été au sommet de son développement philosophique. Et ensuite, après la coupure, ce qu'on appelle parfois la coupure, c'est-à-dire les thèses sur Feuerbach, Marx aurait déchu de son marxisme propre, ce qui n'a absolument aucun sens, vous vous rendez bien compte. Il serait tombé de la hauteur spéculative dans l'économie, dans la science matérielle, dans l'étude des formes de la production et des modes de production, et que ce Marx second, qui par ailleurs devient militant de l'Internationale ouvrière, ce Marx qui devient également pratique, je vous rappelle la 11e thèse sur Feuerbach, jusqu'à présent les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qu'il faut maintenant c'est le transformer, voilà l'élément de rupture, soi-disant. Et donc après cette thèse, après cet élément de rupture, il y aurait eu un Marx économiste et militant, un Marx ayant déchu, un Marx devenu en quelque sorte moins philosophe et par conséquent un Marx déjà susceptible de subir la critique idéologique de ceux qui s'opposent à lui. Et par conséquent, les manuscrits de 1844 ont suscité un véritable débat, au point que dans un premier temps, les autorités du mouvement ouvrier international ont mis du temps à accepter la republication sérieuse du texte, jusqu'à ce que, un peu plus tard, des gens très importants comme Botticelli aillent reprendre dans les annales des textes de Marx à Moscou une bonne version du texte pour la faire reparaître, pour résoudre ce problème. Alors, en fait, si on écarte cette espèce de fausse publication, quand on reprend le texte lui-même, et là il faut rendre hommage à la publication de Botticelli, qui est une publication de 1962, c'est un marxiste, et justement Botticelli, en reprenant un texte sérieux,
un des textes de la Méga 2, j'insiste pas, peu importe le détail, il va démontrer deux choses. Premièrement, il va démontrer que Marx a opéré à l'intérieur de la philosophie le renversement qui produira ensuite le second Marx, si tant est que le second Marx soit en rupture avec le premier. Donc il a déjà, et c'est l'objet des manuscrits, opéré à l'intérieur de la philosophie le renversement matérialiste qui sera ensuite tout simplement la poursuite de ce qu'il fera dans le Capital. Et il va deuxièmement montrer, bien sûr, que l'humanisme de Marx n'a pas disparu avec le Capital, avec l'idéologie allemande, que l'humanisme de Marx est un humanisme revisité, un humanisme repensé, et c'est ça que je voudrais essayer de vous faire entendre tout à l'heure, c'est un humanisme matérialiste, et que c'est tout à fait contraire, y compris au texte du Capital lui-même, que de poser cette idée qu'au fond, l'humanisme aurait totalement disparu de la thèse marxiste, y compris dans le Capital. Alors, un mot pour dire que nous avons donc ici, vous voyez, un environnement qui est complexe, qui est un environnement dans lequel Marx va tenter à l'intérieur de la philosophie elle-même de penser, je le répète, son dépassement. Alors, un dernier point dans cette petite introduction pour dire que Marx est allemand et Marx, lorsqu'il travaille la philosophie, il travaille une philosophie, comme vous le savez, c'est la philosophie de Hegel. Que toute l'Allemagne est à son époque, au fond, hegelienne. Et quand je dis cela, je ne parle pas seulement, selon Marx, de la connaissance des textes de Hegel, je parle du fait que le hegelianisme est, selon Marx, devenu un mouvement, une détermination historique de l'Allemagne. C'est-à-dire que, en Allemagne, la philosophie de Hegel est devenue une figure de l'histoire. Elle est devenue véritablement la manière dont les Allemands eux-mêmes pensent leur historicité, notamment sur le plan politique. Et par conséquent, il y a eu évidemment ce qu'on appelle des jeunes hegeliens, donc Marx au départ est un jeune hegelien, il y a eu des jeunes hegeliens, et ces jeunes hegeliens, qu'est-ce qu'ils ont tenté de faire? Ils ont tenté de secouer le hegelianisme ambiant, qui n'était pas simplement une philosophie, si je peux me permettre, mais qui était devenu le mode même de la philosophie et quelque part même de la culture en Allemagne. Marx dit dans un de ses textes, l'Allemagne est la tête théorique de l'Europe. Il dit la France est la tête politique, l'Angleterre est la tête économique et l'Allemagne est la tête théorique de l'Europe. Mais quand il dit l'Allemagne, dans le texte de 1843 que je vous citais tout à l'heure, quand il dit que l'Allemagne est la tête théorique de l'Europe, ce qu'il veut dire, c'est que l'Allemagne est théorique parce qu'elle ne peut pas être pratique, parce qu'elle est déjà impuissante à être politique et économique, parce que l'Allemagne hegelienne, si je peux me permettre, est une Allemagne de la pensée aliénée. Vous voyez ? Déjà, il y a cette idée que la philosophie hegelienne n'a pas eu ce développement en Allemagne seulement au motif de la puissance de la pensée de Hegel, mais que la puissance de la pensée de Hegel, elle rencontre une figure de l'histoire. Elle est une figure de l'histoire de l'Allemagne. Elle est l'Allemagne devenue philosophiquement une figure. Voyez. Bon, donc, il était très difficile de déplacer cet environnement. Il y a eu de nombreux jeunes hegeliens, de nombreux post-hegeliens qui ont essayé du dehors de mettre en cause Hegel.
Et Marx a beaucoup de mépris, on le retrouvera dans l'idéologie allemande et dans la Sainte Famille, il a beaucoup de mépris pour toutes ces tentatives de mettre en cause la pensée de Hegel. Sauf pour un philosophe fondamental, Feuerbach, auquel il rend hommage, bien sûr, plusieurs fois dans les manuscrits. Et on peut dire d'ailleurs que dans les manuscrits, Marx est encore en un sens un peu feuerbachien. Et pourquoi est-ce que Feuerbach est une exception? Pourquoi Feuerbach va l'aider à penser ce dépassement de la philosophie? Parce que, premièrement, Feuerbach va introduire l'idée que toute philosophie est une théologie déguisée. Autrement dit, si par théologie j'entends l'acte par lequel l'homme pense la vérité en un Dieu étranger, étranger à son humanité, extérieur à son être historique, extérieur à son être sensible, un Dieu transcendant. Si donc par théologie, je répète, j'entends l'acte par lequel l'homme pose la vérité en dehors du monde, Feuerbach nous aide à comprendre que la philosophie théologique est une manière pour l'homme de s'aliéner lui-même, c'est-à-dire de se penser comme n'étant pas ce qu'il est, de se penser sous la forme d'un autre. Il y a une formule qui se trouve dans le grand texte de Feuerbach, qui est l'essence du christianisme, qui résume très bien cette chose-là. Feuerbach dit « L'homme affirme en Dieu ce qu'il nie en lui-même. » L'homme affirme en Dieu ce qu'il nie en lui-même. Donc, vous voyez, Feuerbach apporte à Marx cette compréhension que la philosophie est elle-même non pas une pensée de l'aliénation, mais une pensée aliénée, c'est-à-dire une pensée qui s'aliène elle-même de sa puissance humaine de production, qui s'aliène elle-même, qui se retire à elle-même le pouvoir d'être producteur de l'homme. Et donc, le deuxième apport de Feuerbach, ça va être la notion de travail générique, je vais y revenir dans un instant, mais surtout, cette idée de travail générique va permettre à Feuerbach d'expliquer que l'homme va produire l'autre homme par la communauté de l'homme avec l'autre homme est la réalité de l'humanité, il n'y en a pas d'autre, et que par conséquent, pour que l'homme ne s'aliène pas, il doit retrouver le lien fondamental avec l'autre homme. Il doit retrouver le lien avec l'autre homme qui est la seule façon pour lui d'être ce qu'il est. Je vais y revenir. Donc, en d'autres termes, ce que Feuerbach va nous apporter ici, c'est que la philosophie théologique, consciemment ou inconsciemment, amène l'homme à s'aliéner lui-même de sa puissance sociale de réalisation. La philosophie, c'est la pensée de l'homme qui s'aliène elle-même de son pouvoir, de sa puissance de se réaliser dans l'autre homme. Donc, Marx va reprendre ces deux concepts, il va prendre le concept d'humanité générique, je vais y revenir dans un instant, et il va prendre, d'autre part, l'exemple, évidemment, de l'aliénation, le concept d'aliénation. Il va le réutiliser, mais, et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer, il va le faire en essayant de démontrer que l'aliénation, là où Feuerbach se trompe, c'est que l'aliénation, ce n'est pas la pensée
ou la philosophie elle-même qui s'aliène, ça n'est pas l'homme penseur qui s'aliène de sa puissance sociale par sa propre pensée, donc l'aliénation n'a pas pour cause la philosophie. Marx va démontrer qu'il y a aliénation, mais que la philosophie comme aliénation ou comme aliéné est un effet d'une autre réalité, un effet de l'aliénation du travail. Donc l'idée, c'est que du texte de Feuerbach qui dit « L'homme s'aliène lui-même en se pensant dans sa vérité, dans Dieu, se dédouble lui-même en Dieu ». Donc la pensée s'aliénant elle-même, la philosophie aliénant la pensée en un double qui la nie, Marx va dire, oui, Feuerbach a raison de dire qu'il y a aliénation, sauf que l'aliénation, c'est-à-dire le fait d'être l'objet d'un autre, ne tient pas à la philosophie, ne tient pas à la pensée, que la pensée aliénée n'est pas cause de son aliénation, mais qu'elle est effet de son aliénation, et que si elle est effet de son aliénation, c'est que la cause de l'aliénation de la pensée, c'est-à-dire la cause de la philosophie comme philosophie aliénée, la cause de l'hégélianisme, par exemple, c'est l'aliénation du travail. Ce qui va m'amener, dans le temps qui me reste, à poser deux, trois points, si je peux, si j'y arrive. Premièrement, donc, on va parler du travail générique. Deuxièmement, assez logiquement, du travail aliéné, et troisièmement, non moins logiquement, du communisme, puisque Marx va donc expliquer que le communisme, c'est l'acte par lequel l'homme va retrouver, en faisant disparaître l'aliénation du travail, et sa cause, l'aliénation de l'humanité générique, donc de redonner à l'homme son être complet. Là, je cite Marx. Alors, premièrement, donc, le travail générique. Alors, pourquoi Feuerbach et Marx, qui reprend beaucoup cette idée, parlent de travail générique ou d'humanité générique ou d'activité générique, etc. Pourquoi ce mot ? Pour l'opposer au travail aliéné, bien sûr, et le travail aliéné, c'est le salariat. Donc, le salariat est la figure aliénée qui s'oppose au travail générique. J'explique. Dans le travail générique, l'homme produit, par la transformation de la nature, la réalisation de soi et de l'autre homme. Mais si ce travail est générique, c'est parce que son objet, c'est-à-dire ce sur quoi il travaille, pour Feuerbach déjà, c'est l'objet qui définit l'essence de ce que je suis. L'objet du chasseur, c'est la chasse. La chasse est l'essence du chasseur. Bon. Donc l'objet du travail, pour l'homme, c'est son genre. Marx reprend, l'homme est le seul animal à prendre son genre, donc le genre humain, pour son objet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans chaque activité de production, même la moindre, même celle de la femme de ménage qui nettoie ce soir ou demain l'amphithéâtre, il y a en vue, non pas son propre entretien, non pas son propre intérêt, mais la perpétuation universelle du genre humain. Il y a une universalité dans son acte, parce qu'elle a en vue
la perpétuation de l'autre homme. Cela ne peut se comprendre que si on comprend, comme je l'ai dit au départ, que le travail n'est pas simplement production ou transformation, mais bien plutôt production d'un objet toujours social. L'objet produit est toujours social, c'est-à-dire je produis, non pas en vue seulement de l'échange, mais je produis l'autre homme dans sa vie, et l'autre homme produit ma vie. Si l'autre homme et moi-même nous cessons de travailler, nous mourrons respectivement. Donc le travail générique, c'est cette idée qu'au fond, j'ai pour objet non pas mon existence singulière, non pas mon propre profit, non pas mes propres besoins, mais bien l'humanité comme genre, je produis en vue d'un universel. Et cette universalité, elle donne par ailleurs, et ça Marx le reprend de Feuerbach, un pouvoir infini à l'homme. Pourquoi ? Parce que puisque produire, c'est transformer la nature en vue de l'homme, il y a réciprocité. Je transforme la matière et la nature en vue des besoins de l'homme, donc j'humanise la nature, mais réciproquement, puisque les produits deviennent des objets eux-mêmes disponibles pour l'humanité à venir, je naturalise l'homme. Humanisation de la nature, naturalisation de l'homme. Et puisque je naturalise l'homme, puisque par exemple, regardez ici, nous sommes au milieu d'un amphithéâtre qui a été produit et laissé comme une chose par des générations précédentes d'ouvriers. Et parce qu'il a été, et les ouvriers au sens large, les ouvriers qui ont construit l'amphithéâtre, mais les ouvriers qui ont conçu la Sorbonne, les ouvriers qui ont travaillé à la constitution théorique de l'université. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, d'une certaine façon, notre instant est lui-même notre inscription dans la forme naturalisée de l'homme qui nous précède. Donc, par conséquent, par cette réciprocité du travail générique, l'homme est devenu capable d'objectivation. Il n'est plus seulement une pensée, il n'est plus seulement une représentation, il devient un objet, et pour lui, devenir un objet, et là c'est Marx qui insiste, ce n'est pas se perdre, devenir moins quelque chose, ce n'est pas se défaire dans la nature, ce n'est pas se dissoudre dans l'objectivité. Devenir objet pour l'homme, ce n'est pas être moins homme, puisque tous les objets que nous rencontrons, toutes les choses que nous rencontrons, même les choses naturelles, sont en réalité toujours déjà pour nous des choses sociales. Tout objet est social, même les objets sensibles, puisque tous sont le produit d'une humanité qui a vécu en produisant son monde. Nous vivons non pas dans une nature primitive et inchangée, nous vivons dans une nature humanisée. Et par conséquent, tout notre environnement matériel, chacune des réalités matérielles de notre environnement est et n'est rien d'autre que l'homme devenu objet pour nous. Vous connaissez certainement ce passage fameux que l'on trouve dans le Capital, je crois, sur le cerisier, ou le cerisier que l'on va contempler au printemps ou je ne sais quand dans son jardin est en réalité déjà le produit d'une action humaine, c'est-à-dire de la transplantation, n'est-ce pas, d'une espèce trouvée sous les tropiques vers chez nous. Bref, la nature, c'est l'homme, Marx va dire dans les manuscrits,
le travail générique nous prouve que la nature est l'œuvre de l'homme. Alors vous voyez pourquoi cette thèse, elle permet déjà un petit peu pas de répondre, mais de commencer de donner une réponse à la question dont je parlais tout à l'heure concernant l'humanisme de Marx. C'est évidemment un humanisme totalement revisité. Ce n'est pas l'humanisme de la pensée, ce n'est pas l'humanisme de l'homme dans sa réalité d'animal raisonnable. C'est l'humanisme d'un homme qui se produit, qui s'objective et qui, s'objectivant, se réalise. J'insiste pas sur les termes allemands parce que ce serait trop technique, mais voilà. Le travail générique, c'est, pour les individus comme pour le genre, une manière non pas de se perdre dans le monde de la matière, mais une manière de s'objectiver, de se réaliser, c'est-à-dire de produire son être. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que le salariat va introduire comme rupture absolue dans cette humanité générique ou dans ce travail générique? Le salariat est le produit, c'est la même chose pour Marx au stade des manuscrits, de l'appropriation privée des moyens de production. Le salariat vient de ce que la propriété privée des moyens de production a enlevé dès le départ aux travailleurs la propriété non seulement des objets de sa subsistance, mais plus avant même des objets qu'il produit. Être salarié, c'est n'être pas propriétaire de son propre produit. Au départ, on pourrait penser que cette notion est strictement économique. Il a d'ailleurs étudié l'économie politique ou économie nationale, c'est-à-dire Adam Smith, Ricardo, etc., pour analyser comment on en est arrivé au travail salarié. Il étudie la genèse économique du travail salarié, c'est-à-dire la naissance du capital. Mais la lecture du premier manuscrit pourrait nous tromper, ou plutôt la lecture du début du premier manuscrit, où il recopie sur des colonnes entières Adam Smith, etc., pourrait nous tromper. On pourrait se dire, voilà, Marx a entériné le fait de l'émergence du capitalisme comme un fait économique. Sauf que quand on lit la fin du premier manuscrit, on se rend compte qu'il va en induire une nouvelle phénoménologie du travail. Je vais m'expliquer sur ce terme, parce que sans quoi on ne peut pas tout à fait comprendre ce que veut dire le travail aliéné. Au début, donc, on se dit, Marx, humaniste, dénonce les conditions de travail déplorables du prolétariat, les conditions de misère dans lesquelles le prolétariat industriel, surtout au XIXe siècle, est installé. Et on se dit, ce qu'il veut dire, c'est que les ouvriers sont aliénés par la propriété privée des moyens de production. En fait, l'analyse va beaucoup plus loin. Pourquoi elle va beaucoup plus loin? Parce que, à partir du moment où l'ouvrier, c'est-à-dire le prolétaire, au sens de la définition des manuscrits, celui qui est désormais réduit à vendre sa seule force de travail. Donc je répète, à partir du moment où l'ouvrier prolétaire, et dans un certain sens, pour Marx, tous les salariés sont dans cette posture. Tous les salariés. À partir donc du moment où l'ouvrier prolétaire ne possède ni l'objet qu'il produit, ni les instruments de sa production, ni les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins, il
devient, je cite le texte de Marx, un travailleur sans objet. C'est-à-dire que lui est retiré non pas seulement les moyens de vivre, mais sa capacité humaine à être le travailleur générique qu'il était. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur sans objet? C'est un travailleur qui est aliéné dans son humanité générique. Il n'est pas seulement misérable, il n'est pas seulement exploité, il n'est pas seulement détruit. Il est dans ses conditions de vie ou dans ses conditions de travail. Il est détruit dans son humanité même, puisque il ne peut plus se reconnaître dans son travail, il ne peut plus s'objectiver dans son produit, puisque son produit ne lui appartient pas, et que non seulement il ne lui appartient pas, mais son produit étant destiné à être vendu par un autre, la valeur de son produit ne lui appartient pas. La valeur du produit appartient à un autre qui, lui, n'est pas dans la logique du produit, mais dans la logique du profit. Donc, par conséquent, la valeur du produit échappe à celui qui produit, et Marx va dire, soudainement, plus le prolétaire produit, plus les objets, c'est-à-dire ce qu'il produit, se dressent face à lui comme une puissance hostile. Plus l'ouvrier produit, plus il est pauvre. Plus l'ouvrier produit, plus ses produits constituent, du fait de la propriété privée des instruments de production et d'échange, une puissance hostile aliénante pour son existence, aliénante pour sa subsistance, mais aliénante pour son humanité même. Autrement dit, les économistes capitalistes, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie politique, Smith et surtout Ricardo, ont introduit cette abstraction, ou plutôt, en décrivant le processus du salariat, c'est-à-dire la division capitalistique du travail, comme naturelle, en prétendant que la division capitalistique du travail est naturelle, ils ont introduit cette idée d'un travailleur sans objet, c'est-à-dire d'un travail qui pourrait être émancipé, qui pourrait être pensé en dehors du travailleur qui l'a produit. D'un travail dont la valeur, dont la nature n'aurait plus rien à voir avec celui qui l'a produit. Le capitaliste ou le capitalisme, en faisant croire que la division sociale entre prolétariat et capital est naturelle, en faisant croire qu'il y aurait pourquoi pas une alliance du capital et du travail, en faisant croire que la distinction capital et travail est la distinction finale de l'humanité, il nous montre l'humanité aliénée. Il fait passer l'aliénation du travail pour la nature du travail. Vous voyez, l'imposture philosophique et idéologique de l'économie politique. L'économie politique fait croire que le travail salarié, c'est le seul travail possible. Mais en ce faisant, elle produit un triple renversement. Premièrement, le travailleur est aliéné dans son activité même de travail. C'est-à-dire que on ne travaille pas de la même façon si le
produit et les instruments de mon travail ne m'appartiennent pas. Autrement dit, je ne suis plus l'auteur de mon travail si le capitaliste possède d'emblée ce travail et surtout modifie le produit en vue d'autre chose que le travail. Modifier le produit en vue d'autre chose que le travail, c'est le modifier en vue du profit. Donc le produit ne ressemble pas à ce que veut en faire le travailleur. Deuxièmement, le travailleur se trouve évidemment aliéné par le fait qu'il est devenu abstrait. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il est abstrait? Ça veut dire qu'il est réduit à être force de travail disponible. Il ne s'objective plus par lui-même. Il attend que le capitaliste l'emploie pour avoir le droit, si je puis dire, momentanément et irrégulièrement, dit Marx, de s'objectiver. Et dès que ce travailleur, aussi bon soit-il, rencontre un capitaliste qu'il n'a plus besoin de son produit, ou plutôt de sa force de travail, il se perd totalement comme objectivation, il perd son humanité générique, il ne peut plus s'objectiver, il est travailleur sans objet. Donc vous avez compris que l'une des figures du travailleur sans objet, c'est le chômeur. Le chômeur n'est pas seulement aliéné d'un emploi, il est aliéné de la capacité à être par lui-même un acte de s'objectiver. Un commentateur, Franz Fischbach, va dire, d'une façon assez étonnante, l'ouvrier est déréalisé par ce qu'il réalise, il est désobjectivé par ses objets, sauf que Marx, en fait, va encore plus loin. Dans le manuscrit 3, Marx dit « L'ouvrier est devenu l'esclave de ses objets. » L'ouvrier est devenu l'esclave de ses objets. Et troisième source d'aliénation, l'humanité générique, c'est la façon, vous vous en souvenez, dont je ne suis moi-même que par l'autre homme. Donc, l'humanité générique, c'était cette manière dont l'homme ne se connaît objectivement lui-même que par le travail en vue de l'autre homme. Je ne me connais objectivement que par le travail, dit Marx. Et par conséquent, le travail aliéné m'aliène de ce rapport à l'autre homme. Je n'ai plus dans mon travail rapport à l'autre homme. Mon rapport à l'autre homme est devenu un rapport abstrait et il ne devient concret que si un capitaliste me laisse produire et encore me laisse m'exprimer, me manifester dans mon produit, ce qu'il ne fait jamais, puisque d'emblée, dès le départ, il possède les instruments de production et que je ne me produis pas moi-même, mais je ne produis qu'abstraitement, je ne produis qu'un objet dans lequel je ne me reconnais pas. Donc, le salariat est la façon dont le capitalisme enchaîne l'homme à l'autre homme, ou plutôt la façon dont le capitaliste enchaîne l'homme à son animalité. Parce qu'en fait, puisque désormais tout travail est aliéné, l'ouvrier, le prolétaire, ne se sent lui-même que quand il ne travaille pas. C'est-à-dire dans le loisir, soi-disant, ou plutôt dans la reconstitution animale de sa force de travail. Et Marx dit, mais que fait-il dans ces instants où il ne travaille pas? Il réalise ses fonctions animales. Il mange, il boit, il se loge et il procrée. C'est un peu rapide. Mais ce que veut dire Marx, c'est que l'humanité aliénée a renversé le rapport entre l'animal et l'homme. Puisque désormais, ce qui aurait dû rendre l'homme humain
à savoir le travail, le rend animal, et ce qui aurait dû être animal, c'est-à-dire la satisfaction des besoins, c'est ce que l'homme aliéné prend pour ce qu'il y a de plus humain. L'homme aliéné, le travailleur aliéné, prend pour humain les activités en dehors du travail, qui en réalité sont les activités animales. Donc, le salariat, figure de l'aliénation par les objets, a fait de l'homme un animal étranger à son propre genre. Dernier point, qui sera, je crois, ma conclusion. Le communisme. Il n'y a pas une définition encore scientifique du communisme dans les manuscrits de 1844. Et d'autant qu'en 1844, Marx est encore confronté à des définitions liées au communisme utopique qui n'ont pas encore, comment dirais-je, été soumises, n'ont pas encore connu toute l'explication, toute la vérification que la pratique militante de Marx dans l'Internationale va lui donner ensuite. Mais il en a déjà une définition pour l'instant pour nous, encore en quelque sorte philosophique. Le communisme, c'est la suppression de la propriété privée des moyens de production. Cette forme de communisme, qu'il appelle encore, en le critiquant d'ailleurs à l'époque, le communisme brut, mais qui n'en est pas moins la figure de ce qu'il va ensuite développer dans sa complexité dialectique plus tard, est, selon Marx, le retour à l'homme complet. Et là, je vais citer un passage de Jean Salem dans son introduction qui est très éclairant. Je vous invite d'ailleurs à relire cette fameuse préface des manuscrits 1844 de Jean, qui est un texte très, très éclairant. Voilà ce qu'il dit. Il redéfinit le travail générique. Il dit le travail générique est transaction, métabolisme qui s'effectue entre l'homme et la nature, l'activité visant à produire un objet qui satisfera un besoin humain. Et ce travail est pour le jeune Marx l'acte ontologique par excellence. Alors je vais m'arrêter sur cette formule, excusez-moi si elle est un peu technique. L'acte ontologique par excellence, dit Jean Salem. Alors, l'ontologie, c'est la science de l'être en tant qu'être. Évidemment, c'est une détermination philosophique et idéaliste. Mais si Jean Salem emploie ce terme pour qualifier le communisme, c'est parce qu'il veut montrer ceci. Le Marx des manuscrits dit que le communisme n'est pas simplement une manière de lutter contre la misère du prolétariat ou de la faire disparaître. Ce n'est pas seulement une émancipation des ouvriers. Ce n'est pas seulement la négation de la misère prolétarienne. Le communisme, à ce stade de sa pensée, qui est encore ici en devenir et qui n'est pas encore le stade de la pensée plus tard, le communisme, c'est l'émancipation de l'homme dans son universalité, le retour de l'homme à son être complet. Pourquoi ? Parce que le communisme est la disparition de la cause du salariat, à savoir la propriété privée des moyens de production. Et en supprimant la propriété privée des moyens de production, on supprime la cause de l'aliénation de l'homme générique. Et on lui rend à cet homme sa capacité de devenir ce qu'il est par ses objets, sa capacité d'objectivation. Mais on lui rend bien plus que cela.
Il y a à la fin du troisième manuscrit, au milieu du troisième manuscrit, un passage étonnant dans lequel il explique que le communisme rendrait à l'homme sa sensibilité. Ça, c'est assez surprenant, si on y réfléchit bien. Comment est-ce que le salariat ou l'humanité aliénée pourrait-elle avoir fait perdre à l'homme sa sensibilité, l'usage de ses 5 sens? Eh bien, il y dit, le salariat, le travail aliéné, a substitué à la sensibilité, c'est-à-dire à l'acte par lequel l'homme sent sa dépendance non aliénante avec la nature. La sensibilité, c'est l'acte par lequel la nature a voulu que je devienne par le moyen de ce qui m'est au dehors. On le comprend par le terme employé par Jean Salem de métabolisme. Vous savez que le métabolisme, c'est le processus biologique de la nourriture. Nous sommes des êtres vivants. Et pour vivre, nous devons ingérer en notre intérieur de la matière extérieure. Le métabolisme, c'est l'acte par lequel nous alimentons notre intériorité par l'extériorité. Le métabolisme est donc la manière dont nous souffrons d'avoir en dehors de nous des objets que nous devons rendre au final nous-mêmes. Donc, l'alimentation, le métabolisme, le caractère vivant de l'humanité tient à ce qu'il trouve en dehors de lui, dans une réalité qui lui résiste, c'est-à-dire la nature, une objectivité qui est la cause de sa propre objectivité. Il trouve en dehors de lui une objectivité qui lui permet d'être le sujet qu'il est. Le métabolisme est donc l'acte par lequel c'est à partir de l'objectivité que je suis l'homme que je suis mon être. Dans le travail aliéné, je ne vois plus la nature. Je ne souffre plus, au sens positif du terme, de cette objectivité qui me fait être, puisque tous les sens, dit Marx, en sont maintenant réduits aux seules catégories de l'avoir. Il ne s'agit plus de saisir l'objet dont j'ai besoin pour être, il s'agit d'avoir. Et avoir, c'est avoir sans s'intéresser à la part d'objectivation que les choses que j'ai peuvent produire. Avoir, c'est ne pas sentir. Et par conséquent, nous avons perdu le sens du sensible dans l'humanité aliénée qui a restreint la sensibilité et par conséquent restreint le monde de l'homme et par conséquent restreint le monde des choses à la posture de l'avoir. Et cette posture de l'avoir est la perte de notre rapport d'objectivation réciproque. Je m'objective en étant objectivé par la nature. J'humanise la nature en même temps que je naturalise l'homme, souvenez-vous. Et par conséquent, sentir, être une sensibilité, c'est savoir que je suis par la nature ce que je suis. C'est savoir que je suis par l'autre homme devenu objet ce que je suis, toute chose que l'humanité aliénée a perdue, puisque désormais, dans l'humanité aliénée, les objets
ne sont ce qu'ils sont pour moi que par la procédure de l'avoir, et que l'autre homme n'est homme pour moi que comme une puissance hostile. Concluons sur ce point. Donc, Marx a, dans cette superbe tentative bien préparée, au cœur même des manuscrits, le travail selon lequel la philosophie elle-même construit le régime de son dépassement en montrant qu'elle n'est pas dépassée du dehors, mais qu'elle est dépassée du dedans, c'est-à-dire qu'elle n'a pas su, elle ne sait plus voir l'objectivation que l'homme est. Elle ne voit plus rien d'autre que la séparation du sujet et de l'objet. Elle ne voit plus le travailleur dans son objet, elle voit un travailleur abstrait, elle voit un travailleur subjectif, elle voit la philosophie comme subjectivisme, alors que l'humanité, dans sa forme générique, est le dépassement de l'opposition entre le subjectivisme et l'objectivisme. Ce que Marx tire de Feuerbach et au-delà, c'est ça. L'homme tire son être du travail, veut dire nous ne sommes pas des sujets séparés, nous sommes des travailleurs de soi, ce qui veut dire aussi que nous sommes travaillés par les objets que nous travaillons. Nous sommes travaillés par les objets que nous travaillons, veut dire nous sommes objectivés et socialisés par les objets que nous travaillons. Et ce n'est pas une perte de soi, mais une réalisation de notre humanité. C'est la réalisation de la complétude de notre humanité. Voilà donc pourquoi, pour Marx, le communisme est l'acte ontologique par excellence. Voilà. Oui, quand on lit évidemment ces analyses, on pense tout de suite aux travailleurs indépendants. Voilà. Start-up, artisans, bon. Alors en fait, la question du travail indépendant est une fausse question. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le travail est un mode de production dans lequel, au fond, il y a un système. C'est-à-dire que je ne peux pas produire en dehors d'un système de production. Donc, quand bien même il se trouve dans l'économie ambiante un certain nombre de travailleurs qui possèdent leurs instruments de production, parce qu'ils ont eux-mêmes un capital, par exemple, il n'en demeure pas moins que leur produit ne leur appartient pas. Il leur appartient ponctuellement et singulièrement, mais il ne leur appartient pas parce que le règne, là j'ai parlé plus en termes liés au capital, le règne de la marchandise fait que la valeur de leurs produits et donc de leur production n'est pas liée à l'utilité générique de ce produit. Donc ils ne produisent pas en vue de l'utilité générique du produit, mais ils produisent en vue du profit, c'est-à-dire de la survaleur qu'ils pourraient tirer du travail, y compris de leur propre travail. Donc ils sont aliénés dans leur être générique et donc dans leur travail, parce qu'ils n'inventent pas des produits au motif de leur utilité, mais ils inventent des produits au motif de la transformation du produit en marchandise. Et inventer un produit en vue de la marchandise, c'est inventer un produit dont l'utilité est aliénée. Donc, traduction, vous pouvez produire des objets très inutiles qui se vendent très bien
Et vous pouvez avoir des objets très utiles qui se vendent très mal. Vous pouvez avoir un travailleur qui, dans son indépendance, produit des merveilles et qui meurt de faim, et avoir des travailleurs qui, dans leur dépendance, produisent des horreurs, des choses nocives, des choses contraires à l'humanité, mais qui se vendent remarquablement et qui deviennent des millionnaires. Donc ce n'est pas ponctuellement le travailleur indépendant qui compte. Ce qui compte, c'est que le système de l'économie politique met en place, avant même la production, l'aliénation du sens de cette production. Vous voyez, ça c'est très important. Avant même que le produit soit aliéné par la vente, c'est la production elle-même qui est aliénée par la finalité de la production. Ce que vous appelez les matérialismes classiques, Condillac, etc., ce sont en fait des sensualistes. Bon, c'est-à-dire qu'ils posent en effet qu'il y aurait une existence au départ en soi de la nature, sous la forme de la sensibilité, et que cette existence en soi dans la nature affecterait la conscience pour produire ensuite des idées, et que ce sont ces idées, elles-mêmes copies de l'affect de la sensibilité sur la conscience, qui détermineraient les matériaux et ensuite les jugements à partir desquels la conscience pourrait juger, construire et anticiper. Donc il y a un petit peu dans ce matérialisme sensualiste qui, comme vous avez raison de le dire, est dénoncé par Marx dans les thèses sur Feuerbach, puisque Feuerbach avait une dimension sensualiste dans sa conception de l'humanité, mais pas seulement, c'est un peu plus complexe, mais il y avait en tout cas le Marx des thèses sur Feuerbach présente, oui, ça serait plus juste de le dire comme ça, Feuerbach comme un sensualiste, ce qu'il n'est pas seulement. Bon, je n'insiste pas, il faudrait 10 heures pour expliquer tout ça. Bon. Donc, pour reprendre votre question, donc, la thèse du matérialisme de Marx dépasse, à mon sens, y compris dans le Capital, l'opposition entre l'activisme d'une pensée constructive et la passivité d'une pensée sensualiste. Vous me dites, vous reprenez le chapitre du travail. Bon. Pourquoi ? Parce que l'activité est une activité consciente, c'est vrai. L'architecte pense la maison avant de la produire. Ça ne signifie pas que la conscience soit la cause de la production. Parce que cette production elle-même est rendue possible par l'existence d'un monde historique et social préalable, qui lui-même est l'objectivation de productions antérieures, et par conséquent, indirectement, lorsque l'architecte pense la maison avant de la produire, il est déjà pensé par la maison elle-même étant un produit. Je vais vous citer, pour vous rassurer sur la relation entre les manuscrits et le Capital, une phrase que je voulais dire, mais il m'aurait fallu beaucoup plus d'heures. Bon. Vous savez, c'est dans ce passage-là des manuscrits où il parle du retour du communisme à la sensibilité. Donc, c'est très important, il y a une certaine définition de la sensibilité chez Marx. Il faudrait faire une conférence à elle seule pour montrer qu'il y a une redéfinition de la sensibilité chez Marx. Mais, simplement pour vous dire, il se heurte avant tout à l'hypothèse hegelienne selon laquelle un objet viendrait après la conscience comme une objectivation d'une pensée. Donc, pour
il reprend la dialectique du maître et de l'esclave, il dit voilà, il y a d'abord la conscience qui se pose elle-même dans son contraire sous forme d'objet, mais cet objet est l'élaboration de la conscience, hein, la maison est l'élaboration de la conscience de l'architecte, et donc la maison, une fois produite, est l'architecte devenu capable de se reconnaître dans les choses. Ça, c'est la dialectique hegelienne, très rapidement. Et Marx dit, ça ne marche pas, parce que si l'objet n'est que l'objet posé par la conscience, si la maison n'est que la maison initialement pensée, si, pour le dire autrement, la cause de la maison, c'est la pensée de la maison, il n'y a pas de véritable objectivité. On ne peut pas tirer de l'objectivité d'une pensée qui s'objectiverait comme pensée. On ne peut tirer de l'objectivité que d'une pensée qui s'objective parce qu'elle est elle-même objectivée par les objets. D'où la formule de Marx, je vous la lis. Dès que j'ai un objet, cet objet m'a comme objet. Je crois que c'est la réponse à votre question. La maison est l'objet de la pensée de l'architecte, mais l'architecte est l'objet de la maison en tant que processus global de production historique et sociale. Je ne sais pas, ce que je peux vous dire pour vous répondre, c'est que une anthropologie matérialiste, c'est par exemple de dire, je reprends là un terme, un passage toujours des manuscrits, c'est de dire l'objet est un comportement humain. C'est un extrait du 3e cahier. L'objet est un comportement humain, c'est-à-dire l'objectivité est le produit d'un acte de l'homme réciproque. Et à mon sens, s'il y a une anthropologie matérialiste, elle suppose de défaire l'anthropologie, c'est-à-dire la pensée de l'homme, d'une pensée de la conscience, qui se réaliserait dans l'objet en se perdant comme conscience, donc qui d'une certaine manière s'objectiverait en s'aliénant, ça c'est la thèse hegelienne, voilà, pour en venir à cette idée que l'objectivation par la production est la véritable essence de l'homme. Donc, se réaliser, s'objectiver, s'exprimer, ce sont les termes allemands là, que je suis en train de traduire, est l'essence de l'humanité générique se constituant. Et s'il y a une anthropologie matérialiste, elle a donc bien supposé une modification, une réécriture de l'anthropologie. Alors, je vais me contenter de vous répondre sur un point, à savoir le rapport rapidement entre la thèse de Hegel et la thèse de Marx. Parce que dans les manuscrits, Marx commence par rendre un hommage vibrant à Hegel, donc évidemment la présentation classique d'un Marx faisant retomber Hegel de la tête sur les pieds, la présentation classique d'un Marx ayant tué Hegel, bon, n'est pas tout à fait juste. C'est certainement la lecture de Hegel qui a permis à Marx, paradoxalement, de devenir le matérialiste qu'il est. Franz Fischbach a raison de dire, je pense, dans son commentaire, que Marx, contrairement aux jeunes hegeliens, a pris Hegel au sérieux. Et c'est parce qu'il l'a pris au sérieux qu'il a pu le critiquer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc il va dépasser la phénoménologie avec le langage et dans les termes
de la phénoménologie, ce qui signifie, je reprends cette formule que l'on trouve dans la contribution, on ne peut supprimer la philosophie qu'en la réalisant, dit-il. Vous ne supprimerez pas la philosophie, je le répète, du dehors, en essayant simplement de lui opposer l'existence sociale, l'existence historique ou les conflits politiques. Vous ne pouvez, surtout en Allemagne, dépasser la philosophie qu'en la réalisant. Et pour la réaliser, en l'occurrence, il faut aller jusqu'au bout de ce que Hegel a posé, qui lui, selon Marx, n'est pas allé jusqu'au bout. Qu'est-ce que Hegel a posé? Quel hommage rend-il à Marx? Hegel, dit Marx, a eu le mérite, notamment dans la dialectique du maître et de l'esclave, mais pas seulement, de montrer que la conscience se réalise comme un travail. Et que par conséquent, et que par là, il faut entendre que la conscience ne se réalise pas en soi dans la pure contemplation de sa représentation, mais qu'elle se transgresse elle-même au dehors, c'est-à-dire qu'elle se pose dans l'élément de son autre, c'est-à-dire dans la nature, qu'on lui donne à élaborer, et se posant, donc se niant dans son élément de son autre, c'est-à-dire dans la nature qu'elle se donne à élaborer, elle se réalise dans l'élément de l'autre, c'est-à-dire qu'elle se reconnaît dans la nature qu'elle a élaborée comme étant elle-même. Donc d'une certaine façon, la dialectique hegelienne a apporté à la phénoménologie cette dimension que le criticisme ou que l'idéalisme ancien n'avait pas, c'est de montrer comment la conscience n'est elle-même qu'en tant qu'elle se pose comme le travail de soi, le processus d'identifier la différence comme étant l'identité de l'identité et de la différence. Là, on devient très technique, mais bon. Donc, l'erreur de Hegel, mais vous voyez, c'est pour ça, il faut d'abord poser la puissance du hegelianisme pour pouvoir le dépasser. L'erreur de Hegel n'est pas d'avoir pensé l'objectivation du travail comme la manière dont la conscience se produit elle-même, c'est d'avoir pensé que la cause de cette objectivation, c'est la pensée ou la conscience. Donc le problème de la dialectique hegelienne, c'est que c'est la conscience elle-même qui pose son autre. C'est l'esprit lui-même ensuite, dans le savoir absolu, qui va poser son autre comme la négation de soi, sous forme de nature, et qui, en niant l'altérité de la nature comme autre, va se retrouver elle-même dans l'élément de son contraire. Autrement dit, l'objectivité est un produit de la subjectivité. Et la thèse de Marx, c'est lorsque vous posez que l'objectivité est un produit de la subjectivité, il n'y a pas d'objectivité. C'est-à-dire que si c'est la pensée qui pose elle-même et à partir d'elle-même son contraire, ce contraire n'est pas réel, c'est un contraire pensé. Et un contraire pensé n'est jamais un vrai contraire. Il ne produit jamais une vraie souffrance, dit Marx. Donc, l'erreur de Hegel, la force de Hegel, c'est d'avoir montré que la pensée travaille. Son erreur, c'est d'avoir pensé que le travail est le travail de la pensée. Et ça, la force de Feuerbach et surtout de Marx,
c'est d'avoir montré que le travail n'est pas porté à partir de la pensée comme cause, mais que le travail est objectivation, et peut-être faudrait-il préciser, n'est rien d'autre que cela, c'est-à-dire la conscience n'est rien en soi. L'homme, dans son essence d'être conscient, n'est rien d'autre que son objectivation. Nous ne sommes rien d'autre que notre activité. La conscience n'est rien d'autre que sa praxis, et rien d'autre. Mais cette praxis est la souffrance positive, aussi curieux que ça paraisse. Cette activité est la passivité positive, car quand je souffre du fait que mon être se réalise et ne se réalise que par l'élément de l'autre, c'est-à-dire de la nature, je suis objectivé par mes objets. Et je ne suis rien d'autre que l'acte par lequel je m'objective dans des objets qui m'objectivent. Non pas un sujet qui s'objective, c'est-à-dire qui s'objective faussement, qui s'aliène, mais je ne suis rien d'autre que l'objectivité que me confèrent les objets qui s'objectivent en moi. Et par conséquent, il y a dans la thèse de Marx cette idée de pousser l'hegelianisme, c'est-à-dire la grande idée d'une transgression vers l'extérieur jusqu'au bout. Marx dit, Hegel a bien pensé la conscience comme travail. Il n'est pas allé jusqu'au bout de cette pensée, ce qui est normal, puisque Marx a pris les écrits des idéologues de l'économie politique, c'est-à-dire les écrits d'Adam Smith et autres, les écrits des économistes, pour argent comptant. Hegel a fait comme si le travail salarié était la forme naturelle du travail. Dans les fondements de la philosophie du droit, la capacité de penser la société civile comme système des besoins, c'est-à-dire comme capacité tout simplement pour l'homme à devenir par l'échange la réalité même. Donc il n'analyse pas assez, selon Marx, les conditions objectives de l'échange. L'idéologie dominante a besoin de faire passer l'aliénation du travail pour une positivité. C'est-à-dire, et notamment par le fait, l'idéologie dominante, c'est par exemple de penser que, comme c'est le cas d'Adam Smith et de Ricardo, de penser que la fin de l'aliénation du travail, ce serait par exemple l'augmentation des salaires. Et c'est même la limite du Marx, c'est la limite du Marx des manuscrits de 1944. Il faut bien entendre que dans les manuscrits de 1844, pour Marx, le capitaliste est aussi aliéné. Le capitaliste est également aliéné. Il est lui aussi aliéné dans son humanité générique parce qu'il n'a plus de rapport au monde que selon la catégorie de l'avoir. Mais bien entendu, il est infiniment moins aliéné que l'ouvrier, mais il est aussi aliéné. Évidemment, Marx ne dispose pas tout à fait encore de toute cette analyse qui va venir ensuite, notamment de l'analyse de la lutte de classe, où il va montrer que, au fond, il n'y a pas une aliénation universelle. Ça, c'est l'ancien humanisme, finalement, qui est encore là présent, qu'il n'y a pas une aliénation universelle. Mais on trouve déjà, malgré tout chez Marx, dans les manuscrits, cette idée, par exemple, très intéressante, toujours le 3e manuscrit. Il explique que seul le prolétariat peut être révolutionnaire. Pourquoi ?
Parce que pour être révolutionnaire, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être révolutionnaire? C'est vouloir le renversement total de l'aliénation. On n'est pas encore dans une conception politique de la révolution. Là, d'accord, là on est dans de la philosophie. La révolution, c'est la volonté du renversement total de l'aliénation. Bon. Or, toutes les classes intermédiaires vivent leur aliénation de façon partielle. Donc il y a quand même des éléments chez le riche, ou chez le moyennement riche, ou chez le pas tout à fait pauvre, qui font qu'il peut, je ne sais pas, prendre une certaine objectivité dans son travail. Donc, les classes intermédiaires ne vivent pas l'aliénation en sa totalité. Seul le prolétariat qui vit l'aliénation en sa totalité, aliénation de soi, aliénation de ses objets, aliénation de son humanité, sans aucun espoir d'en sortir, a donc en vue, politiquement, le renversement total de cette aliénation, parce qu'il est le seul à le vivre en sa totalité. Donc, déjà dans les manuscrits, Marx dit, seul le prolétariat peut être sincèrement et réellement révolutionnaire. Voilà. Alors, quand Marx dit déréalisation, qui est vraiment toujours mis en parallèle avec désobjectivation ou aliénation, il faut entendre la désobjectivation, la déréalisation de mon humanité générique. Donc, si je peux me permettre de faire un petit parallèle avec l'existence de nos jours, vous voyez bien quand même que la société de consommation est une société dans laquelle il s'agit de se réaliser par l'intermédiaire de l'accumulation des objets. Et par conséquent, de faire de l'objet la façon de la possession des objets, la façon dont je me distingue, dont je me sépare de l'autre homme. Bon, donc ça veut dire, si je n'ai pas des Nike aux pieds, ou si je n'ai pas une Rolex, je n'ai pas réussi ma vie. Vous m'avez demandé d'être contemporain. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objet lui-même, la Nike, la Rolex, l'iPhone, tout ce que vous voulez, est devenu étranger à l'humanité se réalisant en lui. Autrement dit, quand j'achète cet objet, je ne poursuis pas la socialité de mon humanité à travers lui. Au contraire, l'objet me devient puissance hostile, c'est-à-dire, quand je ne l'ai pas, je ne suis pas moi-même. Il y a là une déréalisation de soi, et elle est tellement vraie que ces objets dont j'éprouve le besoin sont des objets d'un besoin non pas animal, mais inhumain, puisque l'artifice
du besoin est à la hauteur de la déréalisation de l'homme générique. Qui a besoin, au fond, d'une chaussure d'une certaine marque et non pas d'une chaussure? Qui a besoin d'une montre d'une certaine marque et non pas d'une montre? On a besoin d'une montre, éventuellement. Mais on n'a pas besoin d'une montre d'une certaine marque. Si on finit par avoir besoin d'une montre d'une certaine marque, c'est parce qu'on ne voit plus que l'objet et la poursuite de l'humanité sociale que je suis, c'est-à-dire de la manière de naturaliser l'homme. Au contraire, on déréalise l'humanisation. L'objet devient ce qui gouverne mon intériorité, dit aussi Marx. L'objet, c'est-à-dire la recherche de certains objets, gouverne mon intériorité, la domine et donc l'aliène. Donc la déréalisation à travers les objets de la consommation, c'est le fait que consommer, ce n'est plus élaboré. Alors peut-être je pourrais aussi, j'y pense en vous parlant, rappeler ce que disait le bon vieux Hegel dans la dialectique du maître et de l'esclave. Parce que vous savez qu'Hegel dresse, parce que en fait la présentation que Marx fait de la dialectique est comme d'habitude un peu biaisée, mais quand on revient au texte de la dialectique elle-même, on sait que le maître est dans la logique de la jouissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esclave travaille à sa place pour nier la naturalité des choses de la nature. Lui, il a délégué à l'esclave l'élaboration et donc la négation de l'étrangeté de la chose naturelle. Le maître est donc capable de nier l'objet immédiatement. Ça s'appelle en jouir. En jouir, cela veut dire nier l'objet dans son extériorité sans avoir à l'élaborer. Mais nier un objet sans avoir à l'élaborer, c'est au fond être dépendant de celui qui l'élabore. Donc c'est une fausse négation. Certes, le maître jouit des objets que l'esclave a élaborés pour lui, mais le maître est l'esclave de l'esclave parce qu'il se contente de nier abstraitement l'objet sans avoir eu à l'élaborer. Alors vous me direz, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas mieux de profiter, de voler l'objet d'un autre plutôt que d'avoir à l'élaborer? Ben non, parce que l'esclave, quand il élabore l'objet, il est en rapport non pas seulement avec le maître, mais avec la nature. Élaborer, c'est se produire soi dans son rapport à la nature. Donc, c'est se libérer de l'emprise du donné. Celui qui jouit se libère abstraitement par la jouissance et la consommation, alors que celui qui élabore, c'est-à-dire celui qui travaille, se libère concrètement, c'est-à-dire qu'il voit dans ses produits sa propre existence, il intuitionne son propre être dans l'élément de l'être autre, dit Hegel dans le texte. Donc, la consommation est bien des réalisations, même si elle apparaît comme une réalisation abstraite. Elle est réalisation abstraite, négation abstraite de l'objet, mais parce qu'elle n'est pas élaboration
ait conscience de l'élaboration, elle est une négation précaire, toujours à recommencer, toujours à reconstituer, elle est une fausse libération. Je répondrai comme ça. Alors, la réponse, elle est double. Si je pense à l'analyse du chômage telle qu'elle sera faite au niveau du capital, oui, le chômeur est l'armée, les chômeurs sont l'armée de réserve. Bon. Donc, le chômage est l'instrument par lequel on augmente l'aliénation. Enfin, j'ai oublié de dire que le concept d'aliénation en tant que tel va disparaître dans le capital et va se substituer celui de l'exploitation. Il faudrait une conférence complète pour expliquer la différence entre les deux et comment Marx va changer dans sa théorie du travail. Bon. Mais, comment ? On n'a pas dit notre dernier mot. Voilà. Mais, en revanche, si j'en reviens au manuscrit, c'est-à-dire à la façon dont Marx aborde la question du chômage. Le chômeur est la même chose que le travailleur dans son concept. Pourquoi ? Parce que dès avant la production, c'est ce que je disais à la madame, le travailleur est réduit à sa force de travail. Il est désobjectivé du fait même de la propriété privée des moyens de production. Comme il est désobjectivé, il n'est plus qu'un travailleur abstrait, c'est-à-dire une force de travail en attente. Donc, j'ai envie de dire, même s'il est employé, il est d'abord potentiellement chômeur, mais il est d'abord chômeur avant d'être employé. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il est toujours non seulement menacé de chômage, mais il est chômeur dans son concept. C'est ce que Marx appelle le travailleur sans objet. Avant même de travailler, le prolétaire est travailleur sans objet parce qu'il en est réduit à sa force de travail, il est abstrait de son objectivité, il est devenu, dit Marx, sujet. Donc il y aurait tout un développement à faire sur le fait que la subjectivité est la figure aliénée du travail aliéné. C'est-à-dire que cette manière de penser le travailleur comme en attente de production, en attente de pouvoir manifester sa production par un autre, est la figure aliénée. Donc, l'opposition n'est pas assez à faire entre celui qui travaille et celui qui est chômeur. Le chômeur est un travailleur sans emploi. Et le travailleur est un chômeur à qui on a donné une objectivité momentanée et précaire. Ça, c'est l'analyse des manuscrits. Après, il y aurait beaucoup à dire.